Députée sortante Europe Écologie Les Verts Bonsoir. de Paris. Bonsoir à vous. Évidemment, on vous fait réagir à cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, à ce qui se passe à gauche. Mais juste avant, parce qu'il y a des rebondissements un peu dans tous les sens. Éric Zemmour était sur le plateau, vous avez dû suivre cette dernière information. Éric Zemmour qui, après la décision de Marion Maréchal de rallier le Rassemblement national, a décidé de l'exclure. On va l'écouter, on voulait juste votre regard sur ce qui se passe aussi à droite. Regardez. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Je suis à la fois écœuré et blessé. La vérité, c'est que Marion Maréchal a négocié quelques places misérables pour ses amis et son clan au sein du Rassemblement national. Ce n'est qu'une opération clanique. Ce n'est qu'une opération de sauvetage de quelques amis, de quelques copains et coquins qui sont autour d'elle depuis 10 ans. C'est tout. Est-ce que vous excluez, est-ce que vous les excluez de votre parti? Bien sûr. Ils sont exclus? Bien sûr. Vous savez, ils devraient remettre leur mandat. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations, Sandrine Rousseau? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter dans son intégralité. Évidemment, vous êtes totalement opposé à ce qu'incarne et ce que pense Éric Zemmour, mais est-ce que vous comprenez sa déception, son écœurement? Après tout, la trahison, ça n'est jamais drôle en politique, pour qui que ce soit. Alors, commenter les sentiments d'Éric Zemmour sur la trahison dans son camp, si vous voulez, c'est pas... Non, je vais pas m'attarder tellement là-dessus. Voilà, ça, il fait de la politique. Oui, les jeux politiques sont des jeux parfois complexes et parfois difficiles. Et s'il n'accepte pas les jeux politiques, eh bien, il faut qu'il reste éditorialiste. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'être trahi? Comme à peu près toutes les personnes qui font de la politique, on est trahi, on ne l'est pas. Enfin voilà, ça fait partie du jeu politique. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, sans doute, la politique s'en sortirait bien mieux différemment, mais de fait, c'est comme ça. Il a sûrement été un peu naïf. Alors, je ne crois pas qu'il soit naïf en rien, et je pense qu'au contraire, enfin voilà, mais j'ai pas de commentaire à faire. Franchement, cette personne ne m'intéresse. Alors, au-delà des états d'âme d'Éric Zemmour, est-ce que selon vous, c'est le début de la fin pour Reconquête? Ça peut-être quand même, vous avez peut-être 2-3 choses à dire là-dessus, puisqu'on est en train d'assister, et c'est d'ailleurs l'objet de cette émission, à une recomposition politique de toutes parts, et notamment du côté de l'extrême droite et de Reconquête. Pour moi, Reconquête a été une espèce de fou du roi, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont eu un rôle pour recentrer le Rassemblement national, et ils ont joué un rôle. Et moi, je me demande même dans quelle mesure Marion Maréchal n'était pas mandatée pour intégrer Reconquête et faire ça, c'est-à-dire faire peur par Reconquête et du coup faire passer le Rassemblement national pour moins problématique. Alors qu'en fait, le Rassemblement national reste un mouvement d'extrême droite avec des relents très racistes. On l'a vu à l'Assemblée nationale à maintes reprises. Et donc, ce que vous voulez dire, c'est que ça pourrait être finalement, et c'est pas inintéressant. Moi, je pense que c'est une forme de stratégie politique. Est-ce que ça peut être une stratégie politique, effectivement, qui aurait pu être de banalisation, élaborée en fait. Que Marion Maréchal se soit concertée avec Marine Le Pen pour rejoindre Reconquête, pour dédiaboliser de l'intérieur le Rassemblement national, pour ensuite affaiblir Reconquête au final. Attendez, parce qu'on va au bout. Pour ensuite anticiper une dissolution. Et ensuite, anticiper le fait qu'il y aurait des accords, que ça s'arrêterait et que finalement on pourrait... Je vous l'accorde. On est d'accord. Ça fait beaucoup. La politique fiction, on adore, on en fait tous. Non, mais la réalité, c'est que Marion Maréchal, il faut quand même pas oublier, elle quitte le Rassemblement national parce qu'elle est usée des fractures internes et surtout, elle a une divergence profonde avec sa tante et avec les cadres du parti de l'époque, c'est sur la question de l'union des droites, ce qui rend l'histoire aujourd'hui encore plus extraordinaire et symbolique. Donc non, c'était un départ idéologique. D'ailleurs, entre Marion Maréchal et Marine Le Pen, moi, je sais que je ne suis pas certaine que Sandrine Rousseau aime qu'on refasse la grande histoire de la famille Le Pen comme d'un grand roman national, mais il y a un petit peu de ça quand même dans cette famille. Marion Maréchal et Marine Le Pen, elles se sont fâchées assez sévèrement pendant quelques mois, quelques années, et c'est très récemment qu'elles sont reliées. Elles ont renoué les liens, notamment autour de la santé fragile de Jean-Marie Le Pen, et ça a évidemment joué dans... Donc c'est clairement la reformation d'un clan aussi à laquelle on assiste ce soir. À aujourd'hui, on ne sait même pas si Marion Maréchal va retourner au Rassemblement national ou si elle va faire partie d'une coalition au sein d'un mouvement satellite.
Il n'y a pas beaucoup de suspects. Non mais vous dites, il faut pas non plus être idiot. Évidemment que le fait que Non, c'est bien pas de l'être, oui. que Marion Maréchal soit une Le Pen, ça joue et elle s'en est jamais cachée. Elle l'a toujours avoué. Elle a toujours dit évidemment je reste une Le Pen. À un moment, elle a quand même gommé le nom de Le Pen. Bien sûr. Et je pense qu'en y repensant, je pense qu'elle doit le regretter. Mais Éric Zemmour disait sur le plateau justement, on a sous-estimé ce qui reliait, ce qui les liait, ce qui liait cette famille, Marion Maréchal et sa tante. Oui, ça existe dans toutes les familles. Mais ce qui les Non, relie c'est avant pas, tout, c'est le racisme. Non mais franchement, il y a au moins une chose que je partage avec Sandrine Rousseau, c'est que ça me pompe l'air. Bon, alors très bien. Alors vous savez quoi, on va avancer si ça vous pompe l'air. C'est vous qui décidez du programme. Oui, absolument. On va passer Du programme de la Gazette, Donc- parce que ce sera le mot du soir. Sandrine Rousseau. Alors là, par contre, ça va sûrement vous intéresser. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui était donc l'invité de nos confrères de France 2 ce soir, et qui le dit, il se sent tout à fait capable On a besoin de comprendre. de devenir Premier ministre. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Alors je commence par vous dire, je m'en sens capable, mais C'est-à-dire que vous êtes candidat, mais il faut que les autres non, acceptent. je suis candidat de rien du tout si moi, je sais quelle est ma contribution à la vie de la gauche. Je dis la chose suivante, on va en rester à la formule que propose Olivier Faure, qu'il a proposée sur un plateau, qui est de dire, c'est le groupe parlementaire le plus important qui propose. Donc il faut qu'il y ait une discussion. Proposer ne veut pas dire imposer. Sandrine Rousseau, c'est une bonne idée, Jean-Luc Mélenchon, pour incarner cette nouvelle alliance à gauche? Il a fait acte de candidature d'une certaine manière en faisant ça. Je pense qu'il y en aura d'autres qui feront acte de candidature. Olivier Faure a proposé une règle qui me semble assez aussi intéressante, qui est que le groupe majoritaire fait une proposition et qu'après on en discute. Je trouve que c'est assez intéressant parce que là, en fait, on ne va pas passer cette campagne éclair là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on gagne les circonscriptions. Mais donc, et là, il faut Jean-Luc qu'on aille vraiment Mélenchon, sur le C'est terrain lui qui pour remet le contrer, sujet au cœur des débats, en disant cela, vous le savez. Sinon, on n'aurait pas commencé par ça, Sandrine Je Rousseau. suis sûre que vous m'auriez posé la question. Non, parce qu'en non, fait, depuis que je suis interrogée, depuis le Front Populaire, c'est une question qui arrive systématiquement, c'est-à-dire quelle est la figure. La règle d'Olivier Faure est excellente, c'est-à-dire c'est le groupe majoritaire qui proposera et ça se discutera avec les autres groupes. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne formule. Mais elle et donc, sera nous allons faire comme ça. majoritaire. Ah, mais on verra. Non, mais si, parce que la campagne, ça sert aussi à ça, à gagner des sièges. Tout le monde espère aussi renverser la table. C'est quand même très important pour les Français de savoir, parce que c'est pas le leader d'un groupe ou d'une coalition, c'est le Premier ministre de la France qui est choisi. Donc, quand on vote pour un député, on vote pour un Premier ministre. Bon, en 2017, on savait qu'Édouard Philippe C'est pas la même situation. Non. Oui, non, mais Non, mais quand là, on en a... l'occurrence, mais c'est pas une cohabitation. Ah ouais. Mais Là, la question, c'est une cohabitation. Si je peux prolonger la question de Roselyne Bachelot. Oui. Dans Puis après, il faudra me laisser répondre. dans l'arithmétique de... Mais elle a raison, je trouve, de poser cette question, parce qu'on va se demander, du coup, qui va gouverner le pays concrètement si jamais le Front Populaire gagnait ces législatives, ce qui est pour l'instant pas probable, mais enfin, les sondages sont quand même intéressants. Dans l'arithmétique des répartitions des circonscriptions entre les différentes forces politiques qui composent ce Front Populaire, j'ai l'impression, moi, qu'il y a une espèce de prime au sortant à l'Assemblée qui donne beaucoup de poids à la France insoumise. Alors même que dans la répartition des circonscriptions, il y aura plus de candidats France insoumise en l'état que de candidats socialistes, écologistes, etc. Alors que le résultat des européennes n'est pas celui-là. Le résultat des européennes, c'est plus de voix pour le Parti socialiste que pour la France insoumise, qui a sauvé les meubles avec sa campagne, à mon sens, antisémite. Mais bon, et donc je me dis, mais est-ce que LFI va pas manger ce Front populaire en ayant une place qui finalement revient à les surreprésenter par rapport à ce qu'ils représentent aujourd'hui réellement dans l'opinion au regard des résultats européens? Alors, je voudrais d'abord répondre à la question de Roselyne Bachelot, puisque celle que vous posez n'est quand même pas tout à fait la même.
quand Elisabeth Borne est devenue première ministre, personne n'avait le nom d'Elisabeth Borne. Mais personne. Quand on a découvert que Catherine Vautrin était en balance, personne n'avait le nom de Catherine Vautrin. Personne n'avait le nom d'Édouard Philippe. Enfin, c'était pas des cohabitations. Mais même dans les cohabitations. Enfin, On savait qu'ils appliqueraient la politique du président. Non, mais quand on est dans l'élection présidentielle, le président, ça pourrait être à l'américaine une sorte de ticket. Mais là, c'est différent. On est à la suite des législatives. Donc je pense que voilà, on a on n'a jamais connu le nom du Premier ministre avant. Et ça va être vraiment les nouveaux éléments de langage pour essayer de dire mais regardez le Front populaire, ça ne va pas fonctionner, on ne sait même pas qui ils vont. Donc là, il y a des figures et il y a une règle pour désigner la personne. Donc on va se battre dans nos circonscriptions pour gagner et sur la base des résultats de nos circonscriptions, après on donnera un nom. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet aussi aux électeurs et électrices de se mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre aussi dans ce Front populaire. Absolument. Et il y a Laurent Berger qui a été proposé par Raphaël Gluskin, par exemple, entre les trois. Mais il y en a sans doute encore d'autres, oui. Est-ce que vous pourriez être candidate? Mais moi, d'abord, je voudrais gagner, voilà, vraiment, parce que moi, je voudrais quand même dire que je suis extrêmement inquiète sur la situation de la France et moi, la situation des Républicains. J'entends beaucoup de gens en rire et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu cocasse avec cette espèce de retranchement du président derrière les portes, etc. Mais à la fin, c'est quand même extrêmement triste en réalité, les Républicains, et Dieu sait que je ne partage pas beaucoup de leurs idées, mais les Républicains, c'était quand même un parti qui avait donné des chefs d'État et en fait, on les voit là se taper dessus comme si c'était une espèce de fin de marché alcoolisé où tout le monde se tapait dessus. Enfin, franchement, c'est pas à la hauteur de la démocratie. Ah non, pas du tout. Non, il n'y a pas eu. Ah non, il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu de quelqu'un derrière retranché derrière des portes avec des gens qui. On est allé chercher le double des clés et tout. Non. Ça n'a rien à voir. Et là, en plus, on est dans un moment vraiment historique où on est potentiellement dans un moment de bascule. Et moi, vraiment, ce délitement républicain, ce délitement démocratique m'inquiète. Et encore une fois, je ne partage aucune des idées des Républicains, mais je pense que ça fait partie des partis politiques importants de notre démocratie, un des piliers de notre démocratie, qu'il se déchire comme ça et à quelque chose d'affligeant. Et c'est en cela que moi j'en veux aussi à Emmanuel Macron qui a pris cette espèce de décision de dissolution dont on apprend dans les journaux qu'en fait elle a été prise comme on prendrait vraiment une décision sur un coup de poker dans un cercle très restreint de jeu. Et en fait derrière, c'est nous, en fait, c'est nos vies, c'est notre politique, c'est notre démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas une clarification malgré tout à laquelle on assiste, quelle clarification? Où chacun bouge et choisit le camp qu'il veut choisir. Clarification. Vous trouvez qu'Éric Ciotti a clarifié quelque chose sur la droite là? Moi, j'ai pas le sentiment qu'il est tellement clarifié. On va le voir. En tout cas, c'est quand même le mot qui revient beaucoup. Vous n'avez pas l'impression que cette dissolution aura au moins permis de clarifier les choses pour les Français, pour les futurs électeurs. Enfin, moi, si la clarification des choses, c'est de faire exploser les Républicains, qu'on s'en réjouisse, que derrière. Enfin, pour moi, c'est pas une clarification, c'est un affaiblissement de la démocratie, c'est un affaiblissement des forces politiques de cette démocratie. Et je suis très fière que mon camp politique ait réussi à s'allier en un temps extrêmement court pour réussir à ouvrir une perspective qui soit pas juste le Rassemblement national ou l'effondrement, mais qu'il y ait un programme qui change la vie des gens. Mais il y a encore pas mal de choses à négocier et j'aimerais qu'on aille après sur le fond de vos programmes parce qu'il y a aussi des divergences fondamentales entre la France Insoumise notamment et le Parti Socialiste. Mais juste avant, j'insiste sur les incarnations parce que c'est ce que les gens se demandent vraiment. Qui va incarner cette alliance? Alors j'insiste, pardonnez-moi, mais Jean-Luc Mélenchon se propose, François Ruffin également. Oui. Lequel des deux est le plus à même de rassembler selon vous? Mais je viens de vous dire, on va faire le vote des circonscriptions. Voilà, moi je pense qu'il y a des figures qui sont plus rassembleuses que d'autres. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire que là aujourd'hui, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est vraiment de gagner les circonscriptions, de faire en sorte que les électeurs et électrices, qu'on remporte la majorité à l'Assemblée nationale. Pardon? Qui est le plus rassembleur parmi ces deux le plus rassembleur, c'est le Front populaire. Et ce que je voudrais dire, c'est que le programme que nous allons mettre, c'est quand même un peu l'objet du Front populaire. C'est quand même l'objet du Front populaire. Mais non, mais parce qu'en fait, là, le sujet, c'est quand même que... Qu'est-ce qu'on va faire le 30 juin?
Je veux dire, on aura passé toute la campagne à savoir quel nom va sortir, ou on passe la campagne à faire du porte-à-porte, du tractage, à ouvrir une possibilité véritablement d'alternance, à sortir de la politique libérale de Macron, à arrêter avec les réformes de l'assurance chômage, les réformes des retraites, les réformes du RSA, les réformes de l'imposition qui refusent d'aller taxer les multinationales, les retraites chapeaux, les dividendes. Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé quand même en 2 ans. Et là, on a un nouveau décret sur le chômage. Il n'y a pas une mesure écologiste. Une bataille. Je dis qu'au moins, si le non est arrêté et qu'il fait une unanimité, ça vous évitera une bataille interne au sein de ce Front populaire. Vous allez trouver toutes les solutions pour essayer d'affaiblir le Front populaire. Moi, je vous dis, nous avons une règle. Cette règle, c'est ceux qui arrivent en tête. Ceux qui arrivent en tête proposent un nom. Eh bien, c'est une très bonne règle. Et faisons cela. Vraiment, faisons cela. Et voilà. Non, mais c'est étonnant de considérer que parler de ces noms est une volonté de vous affaiblir. Signe que quand même le sujet n'est pas simple. Mais non, c'est parce que vous ne posez que cette question. Mais je peux vous répondre, il y en a plein. Mais vous en avez... Il y a des élections législatives qui ont donné lieu à des cohabitations où, au départ, on ne savait pas en fait quel Premier ministre allait être nommé. Je pense notamment aux élections de 86. Aux élections de 86, il y avait Chirac, il y avait Giscard, il y avait Perfit, il y avait Chaban-Delmas. Et puis, à la fin, une fois que les élections se sont passées, Mitterrand a choisi Chirac. Voilà, et il a fait un choix. Mais avant, il ne le savait pas. Donc, c'est tout à fait possible de gagner des élections. Exactement, c'est ce que dit Sandrine Rousseau. C'est exactement la règle. C'est exactement la règle. Les divergences de la gauche. On va réagir ensuite, Sandrine Rousseau. Mais non, mais donc, pardon, juste, mais donc c'est bien la règle. Nous sommes d'accord. Donc la règle que nous proposons est une règle qui s'applique en démocratie de manière systématique. Donc il n'y a pas de faux fuyants ou de quoi que ce soit. Il y a juste des élections que nous devons honorer et derrière il y aura une... Non, attendez, on avance. On se demande simplement pourquoi du coup Jean-Luc Mélenchon ressent le besoin de dire cela ce soir. Mais il fallait lui poser la question à lui. Sur les divergences de la gauche, sur ce Front populaire, on est d'accord qu'elles sont réelles, ces divergences. C'est peut-être intéressant de rappeler sur quels sujets ces divergences sont les plus importantes et sur quels sujets du coup il sera difficile peut-être de se mettre d'accord. Ben moi, je dirais, je prendrais le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des divergences, il y a des nuances entre les différentes forces progressistes qui aujourd'hui constituent le bloc du Front populaire, mais rien d'indépassable. Globalement, tout le monde veut renforcer les services publics, l'école, l'hôpital, tout le monde veut aller vers plus d'égalité. Et sur les questions internationales, pardonnez-moi, c'est primordial, on est dans un contexte international sur les questions internationales, particulier. L'Ukraine, par exemple, Raphaël Glucksmann, il se dit prêt à l'envoi de missiles à longue portée. Les communistes, les insoumis disent non, il en est hors de question. Le Hamas, il y a la question est-ce que c'est un groupe terroriste ou pas. Tout ça, ce sont des thèmes très importants. Très importants. C'est très important, mais je vous jure, il n'y a rien d'insurmontable. Globalement, toutes ces forces-là sont pour la paix. Elles ont parfois des voies et moyens pour obtenir cette paix qui sont un peu différentes. Les mots qui sont utilisés, effectivement, comme vous l'avez dit sur le Hamas, sont pas exactement les mêmes. Certains disent terroristes, d'autres disent massacre ou crime de guerre. Est-ce que c'est fondamental? C'est une vraie question. Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense que aujourd'hui, on fait trop de cas en fait sur les petits mots. Alors, est-ce que toi tu dis massacre? Est-ce que toi tu dis génocide, etc. Ce sont des petits. Aujourd'hui, je vous jure, les forces progressistes dans ce pays, elles sont unies et elles sont prêtes pour gagner. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé et moi, j'ai quand même envie d'entendre Sandrine Rousseau là-dessus. Une divergence. C'est la question de l'antisémitisme. Excusez-moi, c'est une question centrale. Quand vous avez des sondages qui montrent que la communauté juive massivement considère que Jean-Luc Mélenchon est presque... Vous croyez que c'est avec le RN au pouvoir qu'on va lutter efficacement contre l'antisémitisme? C'est la question de l'antisémitisme. Quand Jérôme Gage a passé la dernière année à critiquer de tout bois Jean-Luc Mélenchon, quand une partie du Parti Socialiste a critiqué extrêmement véhémentement de manière extrêmement véhémente les positions de la France Insoumise en disant qu'il y avait une ligne rouge qui avait été dépassée sur la question de l'antisémitisme. Comment Jean-Luc Mélenchon a tapé sur... moi, je suis désolé. Sandrine Rousseau, on va laisser répondre peut-être Sandrine Rousseau à ça. Est-ce que vous avez effectivement un problème avec cela? Pardon? On n'a pas de problème avec la lutte contre l'antisémitisme. Non, avec les propos de Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau. Non, mais moi, je suis très, je sais pas comment dire, mais très triste du fait que cette question de l'antisémitisme est devenue un élément de langage de l'extrême droite de manière régulière. Et en fait, oui, on a des progrès à faire. Oui, on a des progrès à faire. Oui.
Oui, oui. Moi-même, j'ai pris des positions qui étaient divergentes là-dessus. Oui, on a des progrès à faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Maintenant, imaginez que les meilleurs défenseurs de la lutte contre l'antisémitisme, c'est une extrême droite qui vient du Front National, du détail de l'histoire, qui vient d'un mouvement politique dont les lignes de protection des manifestants, pardon, je trouve plus mes mots, je suis un peu fatiguée. Les services d'ordre des manifestations ont des tatouages nazis. Enfin, je veux dire, quand il y avait un député dans l'Assemblée nationale, M. Boccaletti, qui avait ouvert une librairie négationniste qui niait la Shoah. Mais je veux dire, non, mais en fait, à un moment, pour le RN, à un moment, pourquoi ils votent pour des nazis je voudrais. Attendez. À un moment, je voudrais juste dire, oui, on a des progrès à faire, mais c'est sans commune mesure. Et imaginez un instant que la lutte contre l'antisémitisme soit mieux prise en charge, mieux prise à bras-le-corps par un clan dont l'histoire vient de l'antisémitisme, qui n'a jamais renié cette histoire. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen renier les propos et les positions du Rassemblement national. Donc en fait, on a un sujet à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ce sujet, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et certains membres de la France Insoumise ont été abordées lors des dernières réunions qui se sont tenues ces derniers jours. Et quels sont les messages que vous avez fait passer? Ça veut dire quoi? Oui, il faut qu'on fasse des progrès. Et je pense qu'il y a des progrès à faire sur les impensés de l'antisémitisme, sur comment je peux dire ça, sur des espèces de réflexes de lutte qui sont parfois, qui ne se rendent pas compte de ce que ça renvoie aux personnes de culture ou de confession juive dans notre pays. Et en fait, je pense qu'il y a, et je voudrais le dire aux personnes de culture juive, vraiment, j'ai conscience de cela. J'en ai extrêmement conscience. Donc, je veux dire, je ne minimise pas ça, je ne néglige pas ça, je ne passe pas ça par pertes et profits. Simplement que, vraiment, là, on est dans une situation d'une bascule vers quelque chose qui est historiquement fondé sur un rapport presque tripal antisémite à la communauté juive ou de culture juive. Et vraiment, qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire, en fait? Qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire? Pour le Rassemblement national aujourd'hui, Madame Rousseau, si comme vous nous l'expliquez, le Rassemblement national est finalement le nazisme un petit peu avec une perruque pour que ça passe mieux. Comment vous expliquez aujourd'hui que la population juive vote en grande partie pour le Rassemblement national? Ils sont aveugles, ils ne savent pas mieux que vous. Qui défend mieux la question juive, notamment en Israël? Monsieur de valeur actuelle. Quand un député siège dans l'Assemblée nationale après avoir ouvert une librairie niant le génocide juif pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment qualifiez-vous cela? Comment qualifiez-vous cela? Donc non, je n'irai pas. Non mais allez là, ça tourne un peu en rond. Et puis surtout, je ne sais pas d'où vous sortez vos chiffres que genre les Juifs ont voté dimanche pour le Rassemblement national. Ah bon? Ouais, dimanche. D'accord. On peut regarder en 2022. Donc la population juive vote pour la France Insoumise. Laissons la parole à ceux qui nous regardent. C'est vous qui dites que donc vote Rassemblement national. Le principe, Sandrine Rousseau. Non, je dis qu'elle sollicite de plus en plus le Rassemblement national. C'est pas la même chose. Le principe de cette émission, c'est que les téléspectateurs nous posent directement des questions et puissent vous interpeller sur des sujets qui les inquiètent ou qui les intéressent. On a une question de Pierrick. Je suis jeune et la vision de sièges interchangeables au sein des familles politiques nous donne l'impression que voter ne nous permettra pas d'agir sur notre pouvoir d'achat. Ils ont un peu l'impression qu'on les oublie, en fait, et que les préoccupations premières des Français, le pouvoir d'achat en l'occurrence, ça passe presque à la trappe. Alors le programme va sortir du Front populaire, mais il y aura évidemment l'augmentation du SMIC, il y aura évidemment un revenu pour les jeunes, il y aura évidemment les prix planchers pour les agriculteurs. En fait, c'est ça aussi le Front populaire et pourquoi ce nom a-t-il été retenu? Parce que le Front populaire en 36, c'était vraiment un moment politique de grande conquête sociale, de grande amélioration de la situation. Et je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent, qu'ils soient
en ruralité ou en ville, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, que en fait le programme du Front populaire les inclut, les comprend et les inclut. C'est-à-dire que que vous soyez en ruralité ou en ville, les propositions que nous allons sortir sont faites pour que votre vie, très concrètement, dans les mois qui suivent, sera modifiée en mieux par le Front populaire. C'est la facture d'électricité, c'est encore une fois les revenus pour les agriculteurs, c'est les transports, c'est l'accès aux conditions de travail. Je rappelle que par exemple en ruralité, il y a énormément de personnes qui travaillent auprès des personnes âgées qui ont des amplitudes horaires énorme, c'est-à-dire qu'elles commencent à travailler à 8h le matin ou à 7h le matin et elles finissent à 21h le soir. Et pour autant, elles n'ont pas fait les 35 heures à la fin de la semaine. Ça, ce sont des mesures très concrètes que nous allons porter. La rémunération des temps de transport, la prise en compte de ces temps de transport dans les rémunérations. En fait, tout cela, ce sont des choses qui très concrètement, très immédiatement, peut avoir un effet bénéfique sur la vie des personnes. Et je voudrais le dire parce que j'entendais aussi la question du féminisme, des hommes qui mangent de la viande, etc., et des LGBT qui pollueraient en quelque sorte le discours. Moi, je voudrais dire que quand j'entends l'extrême droite, et ça a encore été révélé par des journalistes il y a quelques jours, dire on va casser du PD, ou quand j'entends Marion Maréchal dire l'homosexualité est quelque chose qui doit rester dans la sphère privée et ne pas aller dans la sphère publique, mais je dis c'est particulier, enfin ce sont des combats extrêmement importants de la part des personnes LGBT. Rousseau, justement, la marche des fiertés, c'est précisément de prendre l'espace pour affirmer que nous sommes fiers de cela. C'est que les excès dans ces domaines-là, les excès dans le wokisme qui existent. C'est quoi les excès dans le domaine LGBT, par exemple? La propagande. Mais croyez-moi, je vous le dis en toute bonne foi. Mais une propagande LGBT quand il y a encore des agressions contre les personnes LGBT. Le bourrage de crâne auquel on assiste depuis quelques années, mettons, de manière excessive comme ça, depuis, je ne sais pas, 5 ans par exemple. Ce bourrage de crâne sur ces sujets-là, le fait que vous n'avez pas un film, il n'y a pas un film français qui ne porte pas sur un sujet soit la LGBT, censure made in je peux parler ou pas? J'ai le droit de parler ou pas? En fait, tu veux censurer J'ai le droit de pas. Mais c'est toi qui me censure. Allez, donc, et Julien Robert vient d'arriver sur le plateau. Il y a pas. Mais non, mais après vous pleurez parce que les Français votent pour Bardella, mais parce qu'ils en ont ras-le-bol qu'on leur bourre le crâne. Je peux parler ou pas? Qu'on leur bourre le crâne avec ces questions. Vous n'avez pas un film qui parle pas de ça. Même la flamme olympique, on fait porter par des drag queens, etc. Mais tant mieux, mais on fait ça matin, midi et soir. Et on vient. Mais non, tu sais bien, c'est les subventions. Mais ils n'auraient pas leur subvention. Et on vient jusqu'à leur reprocher de manger de la viande. Et donc à la fin, ils votent Bardella et il ne faut pas pleurer. On accueille Julien Aubert qui patiente depuis un certain temps juste dans la régie. Bonsoir Monsieur Aubert. Bonsoir. Vice-président Les Républicains, ancien député. On va revenir bien sûr en détail sur ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'on a assisté à beaucoup de choses. On va évidemment parler de votre camp, d'Éric Ciotti qui persiste et signe ce soir qui dit je reste le président des Républicains. Mais le principe de cette émission, c'est aussi de donner la parole à ceux qui nous regardent, aux téléspectateurs. Et il y a une question qui résume peut-être assez bien ce à quoi on assiste depuis ce matin et depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est Alain qui pose une question simple. Est-ce qu'on assiste à la fin de la Ve République? C'est une bonne question, je pense que oui. Je pense que oui. D'ailleurs, historiquement, le parti qui a créé la République meurt avec lui. Le parti radical, par exemple, qui a été le pivot de la Troisième République, à un moment donné, voilà. Idem pour la Quatrième République avec les partis qui ont été créés en 1946. Et alors, il n'y a pas forcément une loi, mais en tout cas, il y a une ambiance de pourriture. Régime des partis, des hommes politiques qui font en fonction de leurs intérêts et pas de position idéologique, crise de l'autorité de l'État, crise civique, crise sociale, crise géopolitique. On retrouve, on n'a pas peut-être l'étincelle, mais en tout cas on a un climat qui montre qu'effectivement il y a un essoufflement général. Et je prends un symbole. Je vous rappelle qu'on a trituré cette pauvre Ve République qui marchait très bien pour raccourcir le septennat en disant il faut absolument éviter les cohabitations. Et voilà que on se retrouve peut-être à l'aube d'une cohabitation, parce que quand on fait sortir le peuple par la fenêtre, il finit toujours par rentrer par la porte. Autre question, celle d'Emmanuel. Quand l'extrême devient majoritaire, doit-on continuer à l'appeler extrême?
Alors ça, c'est un débat, vous savez, moi je crois que les qualificatifs politiques sont compliqués. Je me bornerai à dire que Emmanuel Macron voulait détruire la droite et la gauche pour faire un grand centre melting pot. Il se retrouve à l'aube d'un Parlement où il y a une coalition de gauche, une coalition de droite dominée par la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. C'est qu'il n'a fait qu'en réalité décentrer la gauche et la droite et que c'est le centre demain qui risque de disparaître dans cet étiage. Donc après, moi je crois, si vous voulez, qu'il y a des idées extrêmes, effectivement. Maintenant, on a tendance à globaliser et on a beaucoup agité cette menace, souvent d'ailleurs en référence avec l'histoire, pour empêcher un débat démocratique sérieux sur le fond. Et quand vous excommuniez, quand vous vous comportez comme, je dirais, au Moyen-Âge, c'est-à-dire que dès que quelqu'un dévie du catéchisme, on le brûle, ben, au bout d'un moment, la colère se manifeste par d'autres moyens, et elle se manifeste par le vote, par des intérêts civiques, etc. etc. Donc, moi, je crois que c'est souvent une solution de facilité. Après, de mon point de vue, il y a des extrêmes, et par exemple, la France insoumise, je suis un homme de droite, et bon, pour moi, beaucoup plus extrémiste, beaucoup plus dangereuse. Je pense que les opinions de Mme Rousseau, que je respecte, sont par nature très extrêmes pour moi. Ce qu'elle peut dire, par exemple, sur les hommes me choque. Mon Dieu. Et, en tant qu'homme, je dirais Ségolène Royal. Je vous sens tout fragile. Non, non, je vous sens tout fragile. Ouais, mais en tant qu'homme reconstruit et fier de l'être, si vous voulez, je ne suis pas forcément d'accord avec elle. Mais on peut le dire, si vous voulez, sans agressivité, parce que l'extrême, en fait, c'est ce qui est très loin de vous, et en réalité, ces positions sont très loin de ce que je pense. On vous pose la question aussi, d'ailleurs. Quand l'extrême devient majoritaire, doit-on continuer à l'appeler extrême? Oui, quand elle sort de l'arc républicain, oui. Et en l'occurrence, on l'a vu avec Trump. Trump, par exemple, quand il a gagné l'élection présidentielle américaine, il a eu la majorité. Enfin, bon, après, c'est une élection indirecte, etc. Mais quand même, il a gagné cette élection présidentielle. Et pour autant, on voit bien que quand il perd, il n'accepte pas la défaite, et que surtout ça laisse des traces presque indélébiles, enfin pas presque, totalement indélébiles dans l'Amérique actuelle, qui font qu'aujourd'hui la démocratie américaine est d'une faiblesse qui même devrait nous inquiéter énormément quant à l'avenir du monde et de l'humanité. Donc en fait, quand le Rassemblement national se présente comme un parti de gouvernement, etc., n'oublions jamais quelles sont ses racines, et n'oublions jamais qu'à la moindre crise, ils utiliseront la violence, parce que profondément, c'est leur culture politique, profondément. Et je dois dire aussi que, moi j'ai vu le Rassemblement national pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, mais jamais ils n'ont voté aucune des lois encore une fois, sur les plus riches, sur la taxation des plus riches, sur les multinationales, sur les services publics, sur les prix planchers agricoles, tout ça, ils ne l'ont pas voté. Le gel des loyers, ils ne l'ont pas voté. Et quand on voit Mélanie en Italie, quand on voit Mélanie en Italie, Mélanie, elle ne se bat pas pour une taxation des multinationales, quoi. Donc ce soir, c'est le Rassemblement J'adore national. les multinationales, c'est le diable. On va parler de ce qui s'est passé du côté des Républicains. En tous les cas, on a du mal à comprendre. C'est pas l'économie que je prône. Profil pour votre parti pour les législatives. On a bien compris qu'il y avait une bataille juridique qui s'engageait, puisque l'exclusion d'Éric Ciotti a donc été actée lors d'un bureau politique qui s'est passé de manière assez lunaire. Lui refuse de quitter son poste. Il le dit ce soir. Il dit: je reste le président Les Républicains. Je suis président des Républicains et je le reste. Il conteste en fait la légalité du bureau politique qui a acté son exclusion. Quelle est la suite ? À mon avis, si vous voulez, ce n'est pas une question juridique. Alors, si vous voulez, on peut faire un cours de droit. Moi, ça m'intéresse. Non. Je peux vous expliquer pourquoi un tel a raison ou un tel a tort. Mais sauf que chacun défend... Non, mais voilà. Donc, en fait, si vous voulez faire traiter par un juge, le calendrier judiciaire n'est pas le calendrier électoral. Il est référé, quand même. Ouais. Non, mais très concrètement, on a 577 candidats qui vont cocher une case de rattachement de première tranche de financement public dans quelques jours. Ça a commencé aujourd'hui. Ils vont donc cocher la case les Républicains. Oui. C'est quand même ennuyeux, parce que si vous avez un juge dans 3 semaines qui dit en fait c'est M. Ciotti qui avait raison, ça veut dire que ceux qui étaient partis avec la bannière, je dirais, républicain classique, leur argent ira donc à un parti qui est dominé par quelqu'un qui a suivi une autre stratégie, et vice-versa. Donc, et puis en plus, au-delà de l'aspect financier, vous avez l'aspect politique, qui est que vous allez donc avoir des gens qui vont se réclamer d'une étiquette,
et qui vont, en fonction des personnes qu'ils vont rencontrer, recevoir des accueils divers. C'est-à-dire, vous pouvez être républicain, vous balader sur un marché, et quelqu'un vous agrippe en disant « c'est scandaleux, vous êtes un fasciste parce que vous êtes allé avec le Rassemblement national », et 20 mètres plus loin, vous faire engueuler par une brave dame qui va vous dire « c'est scandaleux, vous êtes de la béquille de M. Macron ». Donc comment on sort de l'impasse, là? C'est un peu le symbole de votre parti, excusez-moi, hein, Julien Aubert. C'est le vice structurel, mais ça fait 10 ans que je le dis, d'avoir un parti unique. À un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que... D'avoir un parti unique? Oui, le vice, c'est d'avoir considéré que additionner l'UDF, le RPR, etc. D'accord, ok. De fusionner les chapelles. Voilà. Pourquoi? C'est pas des questions de chapelle, c'est que vous avez des courants politiques différents, que la mondialisation a accentué les différenciations politiques sur les territoires, et que par conséquent, vous ne voyez pas la même situation en Vaucluse et à Paris. Et donc, la stratégie politique, elle ne peut pas être la même quand vous avez un RN à 40 et un LREM à 10, ou un LREM à 40 et un RN à 10. Au-delà, je dirais, des arguments de morale, etc. Mais donc, Julie, vous disiez comment on sort de là? Comment on sort de là? Pour moi, il y a que deux... mais c'est une position totalement personnelle. Un, soit on fait une trêve en disant, si on continue comme ça juridiquement, de toute façon, tout le monde va y perdre. Donc on fait une trêve et on cherche un médiateur. Donc Éric Ciotti reste président des LR. Une trêve, c'est-à-dire qu'on ne règle pas le problème aujourd'hui. On fait les investitures, on trouve un modus vivendi, d'accord? Mais comment on peut faire des investitures si on n'a pas tranché la question de l'union avec le Rassemblement national? Vous avez une centaine de circonscriptions, 80 circonscriptions où Éric Ciotti a choisi ses candidats, et vous en avez 500 où c'est la stratégie des autres. Mais après, attendez, mais... Et après, vous nous direz votre Premier ministre, parce que ça m'intéresse. François Fillon. Riez, parce que si vous voulez... Non, mais attendez, ce qui est intéressant, Julien Aubert, c'est que vous semblez... Votre position est intéressante, parce que par rapport aux autres LR qu'on a reçus ce soir, vous semblez un peu moins remonté que les autres, et plus à même d'essayer de trouver un compromis. Je suis quelqu'un de pragmatique. C'est-à-dire que, ce que je vous dis, c'est que ce qui va se passer à la fin, si vous vous embourbez dans un conflit... Moi, d'abord, j'ai pas envie que ce soit les magistrats qui viennent régler les problèmes, premièrement. Deuxièmement, moi, j'ai connu Copé-Fillon. Hein, donc, je sais, quand on va mettre une pièce dans la machine, qu'on va se retrouver avec des avocats, quand on va se retrouver avec des rebondissements, des feuilletons, ça va, si vous voulez... Ça le retour de la coco. Attendez. De tuer le parti, donc. De mon point de vue. Et de la connasse. Soit vous avez une trêve, les deux partis trouvent un accord. D'accord. Qui est peut-être un mauvais accord, mais il vaut mieux un mauvais accord que pas d'accord du tout. Soit vous trouvez un médiateur qui a une légitimité. Par exemple, le président de la haute autorité. Vous dites, on va demander au président de la haute autorité de faire un go. De quelle haute autorité? De la haute autorité des Républicains. Ah oui, d'accord, parce que je sais que vous êtes parti depuis longtemps, mais je suis sûr que vous avez gardé des bonnes traces. Non, parce qu'il y a d'autres hautes autorités qui existent. Non, je vais pas faire... on a deux options là. Moi, je propose que Roselyne Bachelot revienne. Il y a déjà une troisième option. Il y en avait deux, mais il y en a une troisième qui surgit. Non, mais dans les problèmes, vous savez, c'est facile de... Mais aujourd'hui, tout le monde s'ingénie à trouver les problèmes, personne ne s'ingénie à trouver les solutions. Vous avez raison. Troisième solution. Vous avez des électeurs qui sont devant, qui veulent voter les Républicains, et ils se posent des questions. Ah oui, donc, moi, j'essaie de trouver des réponses. La troisième proposition, c'est de faire trancher ça de manière démocratique. C'est-à-dire soit le Conseil national, mais c'est compliqué à réunir en si peu de temps, soit les adhérents. Alors nous, on a réussi à réunir des conseils nationaux en très peu de temps, je vous le dis. Parce que si vous voulez la technique, on peut le... Et là, il y a même des chiens qui peuvent voter, c'est formidable. Sauf que si vous voulez, le problème... c'est que Douglas, de toute façon, c'est sûr que dans les partis, est-ce que ce serait pas les partis comme En Marche, si vous voulez, où le candidat est choisi par le pouvoir, le vote a moins d'importance. Mais est-ce que ce ne serait pas l'option la plus efficace pour clarifier les choses? Pourquoi vous n'avez pas commencé par cette option d'ailleurs? Demander leur avis aux adhérents. Parce que l'option, si vous voulez, adhérent, à mon avis, est celle qui sera la moins choisie par les protagonistes. Étant donné qu'elle est très dangereuse. Vous êtes un grand garçon, il faut défendre vos idées, là. Non, mais attendez, je ne vous ai pas dit que les trois options étaient classées par ordre de préférence. C'est vous qui l'avez affaire, chère madame. Mais mais pour vous, c'est pas une ligne rouge, le fait que Éric Ciotti veuille une alliance avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Pour vous, c'est OK. Ce n'est pas. Il peut rester dans le parti. Est-ce que j'ai dit ça? Parce que dans les options, vous l'envisagez. On vous sent pas très en colère finalement face à... Non, mais c'est la fenêtre d'Overton, quoi. C'est ça qui est Laissez-le répondre. Parce que c'est peut-être mon caractère. Il y a des gens, si vous voulez, qui sont très énervés. Moi, je pense que si vous voulez, quand vous avez quelque chose d'aussi grave, parce que derrière, si vous voulez, cette affaire, ça fait peut-être rigoler les gens, mais on a une France qui est à genoux. On a une coalition autour de LFI qui, pour moi, est un parti qui a des relents antisémites, qui peut avoir une forte, je dirais, part au Parlement. Moi, ça me fait peur. Et troisièmement, on a, je dirais, une
le risque d'avoir un Parlement sans majorité, de durer encore pendant 1 an avec un Parlement, avec un président qui ne pourra pas dissoudre. On est au bord, si vous voulez, de l'effondrement institutionnel. Et le risque d'extrême droite, d'arriver au pouvoir de l'extrême droite, ça vous gêne pas. Vous l'avez pas mis dans vos risques. Je vais vous dire. Rapidement, et après on Oui, va je vais vous dire. Moi, on m'a proposé, j'ai perdu il y a 2 ans de mon mandat de député. On m'a proposé une première circonscription qui était la mienne, j'ai refusé. On a proposé une pour ma femme. On en a proposé une deuxième, quitte à faire enlever le député RN. Donc je n'ai pas de leçons à recevoir de quiconque sur mes valeurs. Et il y a 2 ans, j'ai perdu également un mandat de conseiller régional, et ma femme aussi, parce que j'ai refusé les alliances avec En Marche, avec Muselier. Donc si vous voulez, vous avez devant vous quelqu'un qui a quand même perdu 4 mandats entre Muselier et Ciotti, putatif. Et plus le mandat de député où M. Muselier m'a fait la guerre. Je referme la parenthèse. Si vous voulez, c'est une ligne politique. Bien, LR, en fait. Ce qui est certain, c'est qu'à part quelques rares départements, les Républicains risquent de disparaître s'ils ne font pas d'alliance. Ça, c'est la photo. Ça sert à rien de s'énerver. C'est une question politique. Ça se règle. Soit vous faites 2 partis, un qui dit moi je suis prêt à m'allier avec En Marche, moi je suis prêt à m'allier avec le RN, et ceux au milieu qui ne veulent pas. Il y a quand même la troisième option de ceux qui veulent ni l'un ni l'autre. Excusez-moi, Julien Aubert, quand on entend Bruno Retailleau, quand on entend Gérard Larcher, qui sont des cadres majeurs, ils nous disent ni. On n'a pas le temps de refaire toute la cartographie. Juste si Éric Ciotti vous écoute là, un message en quelques mots que vous devriez lui faire passer. Moi je pense, si vous voulez, que le parti qu'il préside est en train de se diriger vers l'autodestruction et qu'il en a la responsabilité, parce que la manière dont il a fait passer en force, en autocrate, si vous voulez, cette décision est humainement impossible. C'est un mépris, je dirais, pour nous tous. Voilà. Et donc, à un moment donné, il y a un truc de responsabilité. On ne peut pas transformer le siège de Vaugirard en Waco, si vous voulez ce que je veux dire. Une question, une réaction sur ce qui s'est passé. Désolé, j'ai des vieux réflexes. Julien Aubert, une réaction sur ce qui s'est passé avec Reconquête. Vous avez dû suivre les derniers épisodes aussi de la saga. Marion Maréchal qui a annoncé qu'elle rejoignait l'Alliance donc avec le Rassemblement National. Éric Zemmour sur ce plateau qui dit bon, bah, du coup, on l'exclut. La réaction sur Twitter ce soir de Marion Maréchal: je prends acte de mon exclusion de Reconquête par Éric Zemmour à cause de mon refus de présenter des candidats contre l'Union nationale. Et elle dit: je précise que je ne suis pas en train de retourner au RN, mais de faire vivre la nécessaire union des droites pour battre Emmanuel Macron et sauver notre pays. Votre regard sur son initiative? Elle n'a pas l'air en tout cas d'être très... Celle de Marion Maréchal ou celle oui. d'Éric Zemmour? Écoutez, pour des gens qui ont longtemps prôné l'union des droites, je trouve qu'ils ont déjà du mal à la faire en interne. Mais dans cette affaire, j'ai quand même le sentiment que qui a trahi, trahira. C'est-à-dire que le problème, c'est que Éric Zemmour avait l'air surpris, mais je dirais, tant Marion Maréchal que celui qui venait des LR, dont j'ai oublié momentanément le nom, Guillaume Pelletier étaient des gens qui étaient passés par plusieurs écuries. Donc, quand je vous dis une impression de fin de règne, c'est qu'on voit bien quand même que les gens ne font pas de la politique totalement pour l'intérêt général ou pour leurs valeurs, mais aussi pour garder des postes. Merci, merci Julien Aubert, et merci à tous les 5 d'avoir été avec nous ce soir. Merci Julien. Et votez Front Populaire. Ça c'est dit. Et n'oubliez pas de signer votre bulletin si vous votez Front Populaire. Merci. Sinon, il ne sera